Welcome to the News Hour. A New York appeals court today dismissed a $500 million civil fraud penalty against President Donald Trump and his companies for overvaluing their properties and financial statements. In the ruling, the judges upheld the fraud judgment, but said, quote, the $500 million to the state of New York is an excessive fine that violates the Eighth Amendment of the United States Constitution. The case centers on allegations that Mr. Trump misled banks and insurers by inflating or deflating the value of his assets when it suited him and exaggerated his net worth by billions of dollars. Certaines décisions judiciaires ne changent pas seulement le cours d'une procédure, mais aussi la manière dont le système réagit à des comportements récurrents. Le 22 décembre, lors d'une audience devant la Cour suprême de l'État de New York, une ordonnance judiciaire a été rendue immédiatement, sans préavis ni calendrier de mise en œuvre progressive. La juge responsable a ordonné que la totalité d'une amende civile infligée au président Donald Trump, d'un montant de 364 millions de dollars, soit payée en une seule fois et sans échelonnement. La décision a été communiquée au début de la séance, interrompant l'espoir de la défense, que l'audience servirait à discuter des calendriers d'exécution, des possibilités de négociation ou des voies de médiation patrimoniale. À partir de ce moment, le procès a cessé d'être une simple question juridique et a représenté un tournant dans le traitement institutionnel réservé aux personnalités publiques, ayant des antécédents de report systématique des décisions judiciaires. La mesure adoptée par la Cour n'est pas sortie de nulle part. Elle est le résultat direct d'une action civile intentée par le procureur général de New York qui accuse Trump et ses entreprises d'avoir gonflé à plusieurs reprises la valeur des actifs immobiliers dans des documents soumis à des institutions bancaires et à des compagnies d'assurance. Selon le ministère public, cette pratique constituait un schéma continu de distorsion patrimoniale dans le but d'obtenir des avantages contractuels et des lignes de crédit à des conditions qui n'auraient pas été accordées. Sur la base d'évaluations réalistes, les allégations ont été étayées par des expertises comptables, des documents internes et des registres de communication d'entreprise, ce qui a conduit la Cour à qualifier ce comportement de frauduleux au regard de la législation de l'État. Après un procès complet, le jugement initial a non seulement imposé le paiement d'une amende d'1 milliard de dollars, mais aussi l'application de restrictions opérationnelles directes à l'encontre de Trump, notamment l'interdiction de diriger des entreprises basées à New York et de solliciter des financements auprès d'institutions financières de l'État. Ces restrictions ont été maintenues, même après l'appel, qui a réduit le montant de la condamnation, mais a préservé les fondements juridiques de la décision. La juridiction supérieure, après avoir réexaminé l'affaire, a reconnu qu'il y avait eu fraude et a confirmé que le comportement analysé ne pouvait être qualifié d'erreur isolée ou d'optimisme entrepreneurial. Ce qui était jugé, c'était l'intégrité des documents, utilisés pour obtenir un avantage institutionnel auprès des créanciers. C'est dans ce contexte que l'audience de décembre a pris toute son importance. En refusant toute forme de négociation échelonnée, le tribunal a non seulement réaffirmé son autorité, mais a également clairement indiqué que le cycle d'appels successifs et de dilations stratégiques utilisés de manière récurrente par des personnalités publiques ayant accès à d'importantes structures juridiques ne serait plus toléré dans cette affaire spécifique. Pour les observateurs du système judiciaire américain, cette décision marque un changement dans la manière dont les tribunaux traitent les défendeurs, qui combinent pouvoir économique, notoriété publique et antécédents de procédures judiciaires prolongées. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle d'audience à ce moment-là. La décision a eu pour effet immédiat d'introduire un élément d'urgence financière dans une structure patrimoniale composée majoritairement d'actifs à faible liquidité. Trump détient des participations dans des projets immobiliers de grande valeur mais à conversion lente, tels que des terrains de golf, des hôtels
et des propriétés emblématiques, comme la Trump Tower. Ces actifs ne sont pas facilement convertibles en liquidités, en particulier à court terme et sous la pression judiciaire. Des consultants spécialisés soulignent que l'absence de liquidité immédiate, combinée au blocage de l'accès aux banques de l'État lui-même, place la défense dans une position de risque opérationnel, sans alternative de crédit disponible. Le respect de l'ordonnance dépendra directement de la vente forcée d'actifs, ce qui pourrait déclencher des litiges parallèles sur la propriété, l'évaluation et la validité des contrats. La structure juridique de l'affaire limite également l'action de la défense. Contrairement à d'autres juridictions où il est possible de convertir une amende en garantie future ou en accord de paiement échelonné, le tribunal new-yorkais a opté pour un modèle d'exécution directe, autorisant même le recours à des mesures coercitives prévues pour les situations de non-respect délibéré. Parmi ces mesures figure la possibilité d'une détention civile pour outrage, ce qui est inhabituel dans les procédures de nature patrimoniale, mais légalement prévu lorsque le défendeur refuse de manière répétée de se conformer à des ordonnances valides. Cela ajoute une couche supplémentaire de tension institutionnelle à l'affaire, car le pouvoir judiciaire exerce non seulement sa fonction de jugement, mais aussi son pouvoir de coercition directe, y compris à l'encontre d'individus d'importance nationale. La conséquence la plus visible de cet épisode est la reconfiguration de l'espace occupé par Trump dans l'arène publique. En étant reconnu coupable de fraude, confirmé judiciairement, le président voit son image d'homme d'affaires, confronté à des décisions rendues par des instances officielles, avec des conséquences non seulement financières, mais aussi en termes de réputation. Ce changement de position intervient dans un contexte où la viabilité de son action politique future dépend en partie du maintien d'un discours sur sa compétence administrative et sa réussite privée. En remettant en cause ce discours, le procès élargit le champ de la controverse sur ce qui soutient effectivement sa légitimité auprès de ses partisans, donateurs et alliés. Dans un système où les décisions judiciaires à forte répercussion sont souvent interprétées selon la logique de la confrontation politique, cette affaire remet également en question les limites entre les pouvoirs. En exerçant son autorité sans concession, la Cour renforce son indépendance, mais s'expose également aux critiques de secteurs qui voient dans les décisions judiciaires des instruments d'ingérence indirecte dans le processus électoral. La ligne qui sépare l'application de la loi de la perception de la sélectivité institutionnelle devient ainsi plus ténue, ce qui accroît encore la complexité des effets en chaîne qui peuvent émerger. À partir de ce point, des analyses comme celle-ci aident à comprendre que, dans de nombreux cas, le fonctionnement efficace des institutions se produit lorsque les procédures cessent d'être routinières et exigent des réponses plus incisives. C'est pourquoi le suivi détaillé de ces épisodes, effectué avec rigueur et sans raccourci, reste un élément fondamental pour comprendre comment le système fonctionne dans sa dimension réelle. À partir de là, la compréhension de l'affaire dépend moins de la figure individuelle de Donald Trump que des interactions entre les pouvoirs formels qui structurent le système de responsabilité civile aux États-Unis. L'action a été intentée par le procureur général de l'État de New York, autorité dotée de prérogatives constitutionnelles pour engager des procédures civiles dans l'intérêt public, en particulier lorsqu'il existe des indices de pratiques commerciales qui enfreignent les normes d'intégrité financière ou causent un préjudice systémique à l'environnement réglementaire de l'État. L'organisme a fondé son argumentation sur les dispositions de la loi sur les sociétés de New York, qui prévoit des sanctions, non seulement pécuniaires, mais aussi structurelles, lorsqu'il est démontré qu'une personne ou une entité a utilisé des artifices comptables dans le but d'obtenir des avantages illicites auprès de créanciers ou d'investisseurs. Il ne s'agit donc pas d'un litige contractuel entre des parties privées, mais d'une action institutionnelle, s'appuyant sur des mécanismes visant à protéger la confiance dans le système financier dans son ensemble.
Le ministère public a fait valoir que les documents présentés par Trump à différentes banques au fil des ans contenaient non seulement des estimations discutables, mais que ces estimations avaient été utilisées de manière répétée, systématique et stratégique, ce qui constituait une forme de manipulation systémique. Le jugement, quant à lui, ne s'est pas limité à l'analyse d'un ou de biens immobiliers spécifiques. Il a examiné les modèles de déclaration patrimoniale concernant plusieurs propriétés à différentes périodes et avec des données qui divergeaient considérablement des évaluations indépendantes enregistrées dans d'autres instances. C'est dans ce contexte que la décision judiciaire d'exécuter intégralement l'amende prend toute sa dimension institutionnelle. En choisissant de ne pas autoriser les paiements échelonnés ou les calendriers de paiement, le tribunal s'est basé non seulement sur la gravité du comportement jugé, mais aussi sur l'historique des litiges impliquant le défendeur. Les registres publics montrent que Trump et les entreprises qui lui sont liées ont été impliqués dans des centaines de procédures judiciaires au cours des dernières décennies, adoptant souvent des stratégies de report, d'appels successifs et de litiges formels sur les compétences territoriales et documentaires. Bien que ces stratégies soient légalement autorisées, les juges des États sont de plus en plus nombreux à considérer que le recours répété à de telles pratiques peut compromettre l'efficacité des décisions judiciaires et détourner l'objectif de la protection juridictionnelle. Partant de ce constat, le tribunal d'État de New York a eu recours à un dispositif procédural qui permet l'anticipation coercitive de l'exécution lorsqu'il existe un risque de frustration de l'exécution future. Cela inclut les situations où il existe des preuves de dépouillement patrimonial, de transferts atypiques entre des sociétés contrôlées par le même groupe, ou encore des indices de mouvement sociétaire visant à échapper à la responsabilité civile. La jurisprudence de l'État autorise des mesures de blocage préventif des actifs, de saisie à titre conservatoire et, dans des cas extrêmes, même la nomination d'administrateurs judiciaires temporaires pour garantir la préservation des biens soumis à l'exécution. En outre, le procès a mis en évidence un domaine sensible de la gouvernance d'entreprise, le manque de transparence dans la communication avec les créanciers institutionnels. Selon les allégations soutenues par le ministère public, les rapports financiers présentés par le groupe Trump auraient omis des risques importants ou modifié des paramètres d'évaluation, sans justification technique claire. Pour les régulateurs étatiques, ce type de comportement fragilise la stabilité du marché local, en particulier lorsqu'il implique des acteurs publics influents qui peuvent influencer le comportement des investisseurs, des petites banques ou des fonds de pension liés à des structures publiques. Un autre facteur qui a amplifié la dimension institutionnelle de l'affaire a été la convergence entre différentes sphères du pouvoir public. Bien que la procédure soit de nature civile et engagée par un procureur d'État, elle se déroule parallèlement à d'autres enquêtes en cours, tant au niveau fédéral que dans d'autres juridictions étatiques. Certaines de ces enquêtes portent sur des thèmes distincts, tels que le financement électoral ou la gestion des documents officiels, mais leur simultanéité contribue à créer un environnement de chevauchement institutionnel qui met à l'épreuve la capacité de réponse coordonnée des structures juridiques du pays. Selon les analystes, cela exige que chaque instance impliquée renforce son fondement juridique afin d'éviter toute perception d'une action politique déguisée en action juridictionnelle. Du point de vue de la dynamique institutionnelle, la décision de la Cour place également le système bancaire new-yorkais dans une position délicate. Les sanctions imposées aux défendeurs comprennent l'interdiction temporaire d'obtenir des crédits auprès d'institutions réglementées par l'État, ce qui oblige les banques à revoir leurs protocoles de conformité et de surveillance des risques, afin de s'assurer qu'elles ne facilitent pas directement ou indirectement les opérations d'un débiteur reconnu judiciairement. Ce type de restriction, bien que rare, est prévu dans la réglementation financière de New York,
comme mécanisme de protection systémique, en particulier lorsqu'il existe un risque que des opérations futures soient utilisées pour diluer ou dissimuler des actifs, en violation des décisions judiciaires en vigueur. La réponse du marché à cette situation est encore en cours d'élaboration. Les investisseurs indirectement exposés à des actifs liés au groupe Trump ont commencé à revoir leur position et, dans certains cas, à consulter des cabinets d'avocats spécialisés dans l'évaluation des risques de réputation, les fonds immobiliers, les holdings avec des participations conjointes et les opérateurs de dette structurée suivent l'évolution de l'affaire afin d'évaluer les répercussions en cascade. Sur les actifs qui partagent la gouvernance, les garanties ou les modèles d'exploitation avec des propriétés associées au président. Il existe également des informations selon lesquelles des fournisseurs et des partenaires commerciaux ont commencé à réexaminer leurs contrats afin de se prémunir contre d'éventuels défauts de paiement résultant de blocages judiciaires ou de futures actions en justice. Cette convergence aide à comprendre pourquoi cet épisode a cessé d'être traité comme un litige privé et est désormais analysé comme un test de la capacité institutionnelle du système judiciaire à appliquer des sanctions sévères à l'encontre d'acteurs disposant de ressources financières et d'une influence politique. L'attention se déplace désormais progressivement de la figure individuelle vers les mécanismes formels qui soutiennent l'efficacité des décisions judiciaires, en particulier lorsque des montants élevés, un impact public et la possibilité d'une réaction politique coordonnée sont en jeu. En d'autres termes, l'affaire se déroule à deux niveaux, celui de l'exécution immédiate et celui de l'affirmation de l'autorité institutionnelle dans un environnement sous pression. C'est dans ce type de scénario que des analyses continues et structurées font la différence. Suivre attentivement la manière dont différents organismes publics réagissent à des décisions de cette ampleur permet de comprendre la logique qui sous-tend les actions et les développements possibles, y compris ceux qui, à première vue, ne semblent pas directement liés. Des interprétations divergentes persistent quant à la portée institutionnelle réelle de la décision rendue par la Cour suprême de l'État de New York contre Donald Trump pour une partie du monde juridique. Cet épisode renforce un principe fondamental. Le pouvoir judiciaire de l'État dispose de l'autonomie nécessaire pour imposer des sanctions civiles proportionnées lorsqu'il identifie des comportements qualifiés de frauduleux, sans que la pertinence politique ou la visibilité publique du défendeur ne modifie le modèle d'application. Dans cette optique, la décision ne représente ni une innovation ni une rupture, mais l'utilisation d'instruments procéduraux courants visant à garantir l'efficacité d'un jugement déjà confirmé en appel. L'ordre de paiement immédiat serait ainsi compris comme la suite naturelle d'une procédure qui a suivi toutes les étapes formelles avec la possibilité de se défendre et de faire appel. En revanche, un autre courant considère que la question centrale ne réside pas seulement dans le contenu juridique, mais dans la manière dont la décision est projetée à l'extérieur du tribunal. Selon ce point de vue, les mesures judiciaires ayant des conséquences financières graves peuvent avoir des effets indirects sur la gouvernance démocratique, surtout lorsqu'elles coïncident avec des périodes politiquement sensibles. Même des décisions techniquement justifiables dans ce contexte peuvent être présentées comme des instruments de délégitimation, alimentant des discours de persécution institutionnelle. Le risque ne serait pas nécessairement l'illégitimité de l'acte, mais la manière dont il peut être présenté publiquement et utilisé comme élément de mobilisation politique, avec des répercussions difficiles à contrôler sur la confiance collective dans l'impartialité du système. Les analystes du milieu politique observent également que cette affaire réorganise la logique du risque pour les alliés du parti, les donateurs et les opérateurs liés à l'environnement institutionnel de Trump. Une décision qui exige la mobilisation rapide de centaines de millions de dollars,
crée une pression pratique immédiate qui va au-delà de l'argumentation juridique. La recherche de liquidités à court terme, combinée à des difficultés de crédit, à la résistance des institutions financières et à la possible mise en jeu d'actifs dans le cadre de litiges, oblige à prendre des décisions administratives dans l'urgence. Cela tend à réduire la capacité de planification et à accroître la dépendance à l'égard de structures de soutien externes, modifiant ainsi la position relative du défendeur par rapport aux acteurs qui le soutiennent politiquement. Il existe également une ligne d'analyse axée sur les conséquences en cas de non-paiement intégral. Les spécialistes en droit des affaires soulignent que le non-respect peut ouvrir la voie à des mesures d'exécution patrimoniale plus sévères, y compris la saisie de biens de grande valeur économique. Dans ce scénario, les propriétés associées à l'image publique de Trump pourraient être au centre du procès, augmentant ainsi le coût symbolique du litige. La possibilité d'une aliénation forcée d'actifs emblématiques n'affecte pas seulement le patrimoine, mais touche directement le discours public construit autour du pouvoir, du succès et de l'autorité. Le procès cesse d'être uniquement juridique et produit des conséquences durables dans le domaine symbolique. D'un point de vue systémique, cet épisode relance le débat sur les limites de la coercition dans les procédures civiles. Bien qu'il existe des mécanismes juridiques pour traiter les cas de non-respect et d'outrage, les mesures plus sévères sont rares dans les litiges patrimoniaux, surtout lorsqu'ils impliquent un degré élevé d'exposition publique. Le fait que cette possibilité ait été mentionnée par des membres du pouvoir judiciaire suggère un renforcement du niveau de rigueur institutionnelle face à des comportements perçus comme obstructifs ou dilatoires. La difficulté, à ce stade, consiste à appliquer des instruments de coercition sans compromettre la perception publique de proportionnalité, élément essentiel à la légitimité du système. En période de polarisation, tout durcissement peut être transformé en argument politique contre la neutralité institutionnelle. Les archives historiques des tribunaux d'État indiquent que les décisions de cette ampleur ne sont pas courantes, et lorsqu'elles surviennent, elles sont généralement associées à des fraudes commerciales, ayant un impact économique et social important. Néanmoins, il est rare qu'elles concernent des personnes jouant un rôle politique actif et étant constamment présentes dans le débat public. Cela rend l'épisode actuel unique, non seulement en raison de son ampleur financière, mais aussi en raison du contexte institutionnel qui l'entoure. La décision est techniquement juridique, mais ses répercussions touchent à la fois le système partisan, l'écosystème du financement politique et le débat public sur la légitimité. Sur le plan juridique, les prochaines étapes dépendront de la stratégie de réaction de la défense. Si celle-ci tente de contester l'exécution immédiate ou de rediscuter les modalités d'exécution, il appartiendra au tribunal d'évaluer s'il existe une base matérielle suffisante pour rouvrir ce débat. Cependant, les experts envisagent cette possibilité avec réserve, car la mesure a été justifiée précisément par l'historique des reports et le risque de non-exécution. Une alternative en dehors du processus consisterait à rechercher des solutions financières rapides par le biais de négociations avec des investisseurs, des créanciers ou des réseaux de soutien privé. Cette voie tend toutefois à exiger des concessions commerciales importantes, augmentant le coût économique et politique dans un contexte déjà marqué par les litiges et l'instabilité. Dans le milieu politique, l'affaire est encore en cours d'assimilation et de réinterprétation sur différents fronts. Les dirigeants, les groupes de soutien et les adversaires sont divisés entre réduire la gravité de l'épisode et le transformer en instrument de mobilisation. Pour certains, il s'agit d'une démonstration que les institutions sont encore capables d'imposer des limites. Pour d'autres, la décision est présentée comme une preuve de distorsion institutionnelle. L'absence de conclusion claire renforce l'impression que le système traverse une phase d'ajustement, dans laquelle les anciens modèles de tolérance, de report
et de négociation semble céder la place à une attitude plus assertive en matière d'exécution. Dans ce scénario, la caractéristique dominante est l'ouverture de possibilités. À ce jour, il n'existe pas de voie unique vers une issue. Tout dépendra de la réponse concrète de la défense, de la capacité de mobilisation financière, dans un contexte de restrictions croissantes, de l'action d'autres acteurs institutionnels et de la manière dont l'opinion publique internalisera, légitimera ou contestera les mesures. Le pouvoir judiciaire a agi, mais l'impact institutionnel de cette décision est encore en cours d'évaluation. Il est essentiel de suivre attentivement ce type d'affaires pour comprendre comment les systèmes complexes réagissent lorsque les décisions judiciaires interfèrent directement dans les dynamiques politiques et économiques. C'est pourquoi nous continuerons à observer chaque étape de près, sans raccourci, sans promesse, en nous concentrant uniquement sur une analyse cohérente de ce qui est en jeu